Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Chaque fois vous créez, c'est ça la télé. Quand on ne s'impose pas de limites, on arrive à ce beau résultat. C'est pour ça que, en bien ou en mal, l'essentiel, on parle de cet instant de complicité entre vous et les téléspectateurs de la télévision ivoirienne. Et ce midi fait partie de notre quotidien. Chaque Ivoirien a quelque chose de ce midi en lui. Ce midi, bravo. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. N'est-ce pas? Merci beaucoup, public de C'est midi. Vivre dans la rue, c'est être exposé à l'insécurité et à des conditions de survie difficiles. Marginaliser les jeunes qui s'y trouvent ou qui s'y retrouvent sont très souvent suspectés d'être dangereux. Bienvenue dans C'est midi Grand Angle. Nyomblei Evrard et les jeunes débrouillards veulent sortir de la rue pour s'assumer. Alors, pour comprendre leur combat, je vous invite à rester tout simplement en notre compagnie parce que c'est midi! C'est midi, tous les mardis, le Grand Angle. Et oui, c'est midi, c'est la télé utile. C'est toujours avec ravissement et joie renouvelée que je retrouve ma team du mardi, composée de Laurent Monti, que je vous demande d'applaudir très très fort. Laurent, ça va? Je me sens bien quand vous êtes là, vous m'avez manqué. Vraiment. Mais vous assurez quand je suis pas là quand même. Vous assurez très bien. Donc je suis tranquille. Voilà, le corps a souvent besoin de se reposer. Oui, parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Carole Kossi. Tout va bien, j'espère. Ça va très bien. J'ai laissé un peu de ma voix à Thiebissou. Pardon? Non, il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne. Alors, on demande au baoulé de Thiebissou de redonner la voix de Carole. Elle en a besoin pour son émission, pour sa chronique. C'est super, pas qui ont fait. On espère bien que tout s'est bien passé, que les baoulés ont invité tout le monde. Voilà, parce que les musulmans nous attendent au tournant. Hein. Il y a le ramadan et puis après, il y a également, on va dire, la tabaski. Voilà, donc voilà. Donc c'est ça, quoi. Non, si vous ne l'avez pas invité... On invite tous les jours, ça comme ça. Vous invitez tous les jours. C'est très bien. Généreux. Ah oui, donc c'est pour ça, oui. voilà. Et la Pâque, il faut dire que c'est la plus grande fête chrétienne. Ah, oui. Normalement, on devait pouvoir avoir un peu plus d'engouement que ça autour. En tout cas, merci à vous les baoulés parce que vous avez compris ça. Merci de le reconnaître. Vous avez compris le bien fondé de la chose. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais je sais que nous subissons maintenant les retombées de Pakinou. Docteur Philo pour vous. Il est haut en couleur, hein? Y'a Nzoa? Ouais, ça va super bien. Du coup, je comprends pas ce que tu dis. Ouh. Alors, d'accord, c'est un plaisir d'être là. Là, je viens de Pakinou. Vous venez d'où? Je suis, du coup, ça a été une belle expérience pour moi. Ça me permet de connaître mes origines. J'étais en Pâques. Moi, je ne vis pas ici. Dans quel village? Bien, me dit, je sais pas, les gars, les parents, ils prononcent le nom d'une manière. Bon, du coup, ça me fatigue les lèvres. C'est pas, on me dit que je suis, je sais pas, vous êtes baoulés. Je suis très heureux d'être là. On me dit que je suis, on me dit que je suis de Diabo. De Diabo? Oui, on me dit que je suis du coup, ma mère ne cesse de le répéter. Ah ouais, c'est pas la peine d'insister, on comprend. Ouais, je suis du Canada. Donc je suis ivoirien, ça m'a permis de connaître mes origines. Là, je rentre ce soir. Et c'est une belle expérience, mais vous ne verrez jamais mes pieds ici encore. Quel paradoxe!
Belle expérience, mais il ne viendra plus jamais. Mais il faut dire que Pakinou, quand même, c'est assez particulier en Côte d'Ivoire parce que je crois que c'est unique au monde où cette fête est assimilée à une communauté, à une ethnie. Oui, c'est les Baoulés. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. C'est nous. Tu les connais, c'est les Baoulés. Non, mais moi, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment, c'est devenu une fête baoulée. Bah oui. Tout à fait. Ils exagèrent. Ils en ont fait de la récupération. Mais c'est bien. C'est très bien. En tout cas, moi, j'apprécie. Oui. Alors, on est pressé de recevoir nos invités sur ce plateau. Nos invités sont tous des jeunes vivants dans la rue. On va partager leur expérience dans quelques petits instants seulement. Nyomblei Evra, il est âgé de 30 ans. Il est le président du monastère Enfants pour Dieu, association qui regroupe les jeunes vivants dans la rue de Cocody. Avec lui, deux autres personnes. Donc, il y aura une personne avec Nyomblei sur le plateau et une autre dans le public. Je pense que c'est Moïse, c'est bien cela. Tout va bien, Moïse? Le portrait de nos invités, signé Adji Raymond, et juste après, vous les verrez. C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. La rue, c'est elle qui les réunit. Dans leur fief de l'allocodrome de Cocody, les jeunes débrouillards se battent comme ils peuvent pour gérer le quotidien. Entre le lavage ou la surveillance des véhicules, la tenue de pépites échoppe ou la vente à la sauvette, toutes les activités sont bonnes à prendre pour ces dizaines de jeunes venus de divers horizons. Chacun a son histoire, ses drames personnels, tous accueillis par la rue à défaut de foyer stable. Conscients de la vulnérabilité à laquelle ils sont exposés, Evra Nyomblei, la trentaine révolue qui totalise, présent dans l'allocodrome, a mis en place une association regroupant tous les jeunes de la rue du secteur, désormais identifiés et affectés à une activité. Pour eux, il n'est plus question de demeurer dans cet état de marginalisation. Comme les autres, ils ont droit à fonder des familles, assorties de la précarité sociale. Et c'est de leur projet qu'Evra Nyomblei et ses camarades viennent parler ce mardi sur le plateau de C'est midi avec Caroline Da Silva et son équipe du mardi. De la sorte. Ce sont des jeunes dynamiques, battants. Alors, bienvenue sur le plateau de C'est midi. J'en vois un qui est souriant et un autre qui n'est pas prêt à sourire. Là, il faut pas le chercher. Hein. Franchement, quoi. Alors, donc, pour information, Nyomblei, c'est bien vous, donc vous levez la main pour qu'on vous identifie également. Et comme je le disais, Néa, Moïse, il est dans le public. Et puis, juste à côté de Nyomblei, on a Kofi Fréjus, Emmanuel, âgé de 27 ans. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur le plateau de C'est midi et on est vraiment, vraiment content et pressé de recevoir votre témoignage. Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvés dans la rue? Bon, on se retrouve dans la rue depuis tout petit. Hein. Voilà. Chacun va donner son témoignage. Donc, vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a conduit à la rue? Bon, moi, ce qui m'a conduit à la rue, ce sont les difficultés financières de mes parents. Et tout a commencé en 2005, où je partais à l'école. J'avais monté en 6e. En 2006, bon, ça n'allait pas. Mon papa était vigile. Ma maman, elle ne faisait rien. Parce que je viens d'une famille de 5 enfants. 5 enfants, d'accord. Voilà. Je suis le premier de mon papa et le troisième de ma maman. D'accord. Ma maman connaît mon papa, elle avait déjà ses 2 enfants. Tout à fait. Donc, tous ces enfants, mon papa les prenait en charge. Bon, voilà les difficultés de mon papa. Parce que ça n'allait pas. Pour un vigile, on sait en Côte d'Ivoire les pères combien. Et autant, 35 000, 40 000. Mais malgré ça, mon papa luttait. En famille, ce n'était pas facile. Là, je n'ai pas menti. Quand vous dites que ce n'était pas facile, ça ressemblait à quoi l'ambiance à la maison? Pour trouver la nourriture, c'est pas facile. Ça n'allait pas du soir? Ça n'allait pas, là, je n'ai pas menti. Parce que c'est la mort subite. Si on a mangé le matin, le lendemain, on va manger. Si on a mangé le soir, c'est le lendemain. Souvent, on ne gagne pas. C'est nous-mêmes, on sort souvent aller ramasser les gaules, quand les gaules, les caoutchoucs, là, les canettes, à aller peser ça. Le peu que je gagne, souvent, je vais pousser bourrette même. Donc, le peu que j'envoie sa maman, elle va faire le marché. Bon. Après, c'est mon père avec... Et comment vos parents se sentaient dans cette situation? Bon, en tout cas, c'est pas... Mais
ce qui me plaît chez mon papa, c'est qu'il nous apportait, en tout cas, son affection, son amour. Mais moi, en tout cas, moi, j'étais pas à l'aise. Là, je ne vais pas mentir, j'étais pas à l'aise. Parce que mon papa, il se battait beaucoup pour moi. Il luttait beaucoup pour moi. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y a mes petits frères qui sont derrière. Puis encore, il y a d'autres qui sont là. Donc, après ça, moi, et vos aînés, est-ce qu'ils arrivaient à supporter la situation? Pareil aussi. Donc, après, mon papa m'est venu me voir. Il m'a dit, ah, c'est qu'on va faire. Je t'envoie dans un centre chrétien de réhabilitation qui s'appelle RIMA, où tu vas continuer tes études. Il y a mon ami qui est là-bas. Bon, je n'étais pas trop d'accord. Mais après, puisque c'est le papa, je suis parti. Arrivé à la RIMA, je pensais que j'allais continuer mes études. Je vais là-bas, ce n'est pas ce que mon papa m'avait dit. On nous envoie sur le marché, c'était à Yamsoukro. On nous envoie dans le marché, aller faire des vocations. J'en ai demandé un SOS aux enfants démunis. Bon, c'est qu'un gain au marché, là. Genre, c'est que les femmes, les conduits, c'est un gain un peu d'argent. On envoie ça au centre. Au centre. On prépare, tout le monde mange. J'ai vu que ce n'est pas ce que moi j'ai vu. Donc, sans ça, j'ai connu un ami, il m'a dit, bon, c'est qu'on va faire champion. Moi, j'ai un couloir à Abidjan, c'est à la rue Princesse. Là-bas, en tout cas, on dépend de nous-mêmes. Hein. Voilà, nous sommes à l'aise. Si tu veux, on peut aller se caler là-bas. Et vous aviez quel âge en ce moment? En ce moment, entre 15 et 16. Entre 15 et 16 ans. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi de tous les enfants de vos parents, c'est vous qu'on envoie dans un centre? Là, moi, je ne sais pas. Là, je ne vais pas mentir. Ce n'était pas à votre demande voilà. ou je ne sais pas. Je suis parti comme ça, puis j'étais encore enfant. Donc, c'est comme ça, mon ami, on a fait du centre. Quand on a fait du centre, nous sommes arrivés à Yopougon, à la rue Princesse. Donc, le jour que nous sommes arrivés, là, vous savez, c'est la rue, hein, moi, je ne maîtrise rien. Donc, il y a un vieux père. On est arrivé à la rue à 20h. Donc, vers 22h, minuit par là, il y a un vieux père, il m'appelle, il dit, ah, mon petit, viens m'accompagner avec mes casiers, là. Arrivé devant là-bas, je vais te donner quelque chose. Puisque moi, j'avais faim, mon ami en avait faim. Donc, j'ai dit, il faut m'attendre là. Le vieux père m'a dit de l'accompagner avec ses casiers. Donc, c'était 2 casiers, c'était pas trop lourd. Donc, j'ai pris les 2 casiers, je l'ai accompagné. Je vois qu'on va. Donc, arrivé d'un coin, c'est le noir. Donc, on est rentré dans une maison inachevée, là. Donc, quand on est arrivé, il dit debout les casiers. Debout les 2 casiers, debout les 2 casiers. Au même moment, compte, il enlevait un couteau. Il enlevait le couteau, il me dit non, moi, de me déshabiller. Donc, immédiatement, j'ai commencé à pleurer. Il dit, tonton, pardon. Il dit, non, il faut te déshabiller, je vais sortir avec toi. Ça lui demandait pardon. Bon, Dieu a touché son cœur, il me dit, bon, montre de le masturber ma main. Je l'ai fait, je l'ai masturbé ma main, il a pris son plaisir. Mais il n'est pas sorti avec moi. C'est une situation quand même très choquante. Est-ce qu'après ça, vous avez eu envie de retourner à la maison, chez vous, chez vos parents? Après l'action, là? Tout à fait. Non, il venait à peine d'arriver. Tout à fait, justement. Mais qu'est-ce que ça vous a fait? Ça a provoqué quoi? Ça m'a traumatisé. Donc, je suis revenu. Puis, il y avait mes amis, je t'ai expliqué. Ils m'ont dit, ah, toi, moi, tu as la chance, parce qu'il y a d'autres qui étaient victimes de ça. Mais ce qu'on va faire, moi-même m'a dit, parce qu'on va faire le lendemain, on dort ici. Le lendemain, on va à Makori, Milmaki. On était au Milmaki. D'accord. On aura la suite de votre témoignage tout à l'heure. On aimerait savoir comment Fréjus, lui, également, s'est retrouvé dans la rue et à quel âge? Bon, déjà, à la base, moi, je viens d'une famille modeste. D'accord. Donc, pendant les vacances, en 2009, je crois que j'avais 13 à 12 ans. Pendant les vacances, tu achetais les lotus, tu vendre ça au papier mouchoir. Voilà. Ça dit, la base même, là, ce qui a fait que je me suis retrouvé dans la rue, c'est la mauvaise fréquentation. Tu vois, parce que là-bas, tu te fais des amis, tout et tout. Et après la vente, eux, ils ne rentrent pas chez eux. Pourtant, toi, tu rentres à la maison. Donc là, ils te proposent d'aller vendre dans un autre coin où tu pourras gagner plus d'argent encore. Donc moi, c'est comme ça, c'est parti. Après, ma mère souffrait beaucoup, voilà, parce que je le reconnais. Dans les débuts, ce n'était pas facile pour elle d'admettre que son fils de 13 ans se retrouve dans la rue. Tu vois. Puis il y a plusieurs choses qui sont confrontées. Il est exposé à plusieurs choses. Voilà, parce que là, c'était une mère célibataire? Non, non. Le papa était là? D'accord. Combien d'enfants? Je suis le premier. Voilà, j'ai 2 soeurs et un petit frère. D'accord. Donc c'était un peu ça. Lui, je l'ai connu à Cocody, mais avant lui, j'étais à Makori, au Milmaki. Vous pouvez donner de la voix, s'il vous plaît, pour qu'on... Lui, je l'ai connu à Cocody. Voilà. Mais avant lui, j'étais à Makori, au Milmaki. C'est ainsi que ceux des centres, là,
les centres pour enfants de la rue, tout et tout, sont venus nous trouver à Makuru. Ils nous ont proposé, il y a un centre à Tréjul, on appelle ça... Qui exactement? Vous parlez des centres d'accueil? Oui, les centres d'accueil. Donc, ils sont venus nous trouver médecins du monde à Tréjul. Voilà, donc ils nous ont pris. Mais on ne peut pas durer dans les centres parce qu'on est habitué à la vie de la rue, puisqu'on est exposé à nous-mêmes. Mais avant, puisque vous étiez déjà dans la rue, vous avez fait combien de temps dans la rue avant d'avoir contact avec ce centre d'accueil-là? Bon, à peu près 1 an. Hein. À peu près 1 an. Oui. Et comment était votre vie dans la rue? Bah, il était livré à moi-même. Quand on dit un enfant est livré à lui-même, essayer de comprendre aussi. C'est-à-dire tu fais tout ce que tu veux. Il n'y a personne pour te dire ne fais pas ça, c'est pas bon. Tu vois. Puis il y a des mauvaises fréquentations aussi. Il y en a d'autres même que tu vois qui viennent de quitter en prison, qui te demandent les billets. Tu vois, tout ça, c'est compliqué. Tu peux être en train de dormir, ils vont venir te réveiller pour dire non, tu étais lui là, vous avez volé. Tu vas endosser les charges. Parce que lui, il a dit que c'est ton complice, tu es son ami. Ils vont te demander tu habites où. Surtout les policiers, quand ils t'arrêtent, ils te demandent tu habites où. Tu dis non, je dors ici. Tu dors ici. Ou quand le monde, c'est un délit de vagabondage, c'est 1 mois de prison. Vous avez déjà fait la prison? Non, jamais. D'accord. Et vous? Oui, moi j'ai déjà fait la prison. À combien de reprises? 3 mois de prison. 3 mois de prison. En quelle année? En 2018. Pour quelle raison? Bon, ma femme était enceinte, une camarade. Donc, puisque je ne travaillais pas, il y a uniquement du Jossel et Nama. Jossel et Nama aussi là. Les VPS sur le terrain, c'est très difficile. Le jossage des Nama, c'est... On stationne les véhicules, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc, dans ça là, moi j'ai vu que bon, puisqu'elle a fait enceinte de moi, depuis, ça partait dans 6 mois de grossesse, et puis il n'y a même pas 5 francs à me garder. Donc, il y a une jeune fille là, elle m'a dit, ah, et voilà, il y a mon téléphone qui est un peu en panne, le circuit de charge là. Est-ce que tu peux trouver quelqu'un pour arranger ça? Et non, moi, il y a plein de VP au black. Il y a quelqu'un qui m'a donné le téléphone. Moi, là, je n'ai pas menti. Moi, j'ai vendu le téléphone. Je suis allé remettre l'argent à ma femme pour pouvoir gérer ce truc. Donc, 2 jours après, elle me voit le téléphone. Ah, le téléphone est remis au VP. Il m'a dit que le truc là, il doit acheter ça. Donc, c'est dans ça, 1 semaine, 2 semaines, charge était derrière moi. Un matin, la poste est venue derrière moi. Donc, pour un téléphone, vous avez fait passer 3 mois en prison? 3 mois, j'ai abusé de passer, mon téléphone, abus de confiance. Abus de confiance, d'accord. Avant de passer la parole à Moïse, nous allons écouter Carole. Oui, Carole. On part pour le public. Ah non. D'accord. Vous m'avez fait signe. Ah oui, en fait, tout à fait. Il y a un thème qui revient souvent. Je vois que vous étiez, à votre jeune âge, assoiffé d'une certaine liberté. Parce que vous dites que vous avez envie d'être dans la rue pour ne pas qu'on vous dicte ce que vous avez à faire. Pourquoi? À la maison, il y avait une certaine pression. On ne vous écoutait pas ou c'était quoi? À la base, tout ça est dû à la mauvaise fréquentation. Voilà, parce que étant jeune, étant adolescent surtout, tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Tu te contentes de ce que tu vois et puis bon, c'était les yeux, c'est avec les yeux que tu réfléchissais, pas avec la tête. Donc c'est un peu comme ça. Ouais, tu as pris goût parce que tu étais livré à toi-même. Tu faisais ce que tu veux, puis tu as toujours l'argent. Quand ils disent l'argent, tu ne manques pas les 1000 francs, les 2000, tu as ça c'est toi. Donc tu te dis que c'est ça, quoi. Mais après tu prends conscience, puis tu vois que bon là, tu es beaucoup mis en retard face à plusieurs personnes que tu connaissais, peut-être qu'avec qui tu as fréquenté même, tu es beaucoup mis en retard parce que la rue, franchement, je ne conseille pas ça à quelqu'un. Parce que l'adolescence est quand même une étape assez difficile de notre croissance parce qu'on cherche à affirmer notre personnalité et quand on n'a pas les bonnes informations, on risque de dévier. Alors, le témoignage de Moïse, comment Moïse se retrouve dans la rue? Bonjour, maman. Bonjour, Moïse. C'est bon, ça marche? Le micro est ouvert. Bon, moi, c'est Néa Bilibi Moïse. Moi, je suis un Burkinabé de père et de mère. Pardon, on n'a pas entendu? Je suis un Burkinabé de père et de mère. Burkinabé de père et de mère, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a conduit à la rue? Bon, mon papa travaillait à la boulangerie. Il vendait pain. D'accord. Il livrait pain. En ce moment, il m'a mis dans un métier, la mécanique. Maintenant, il livrait pain, là, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas pour nous-mêmes. Donc, maman aussi, elle vendait au marché. Au marché, elle vendait là. Aubergines, tomates, tout ça, elle va payer pour venir là. Ça ne va pas. Mon papa est tombé gravement malade. Il est resté. Il est décédé, quoi. Il est mort. On est vraiment... Non, son petit agent de boulangerie, tu restais là. Donc, donner ça à la vieille, elle a pris pour ce petit moment. Moi aussi, j'ai arrêté. Mécanique, là aussi, là, on ne pouvait plus gagner là pour payer. Donc, on a arrêté. Sinon, ici, à Yamoussoukro, c'est de Yamoussoukro, j'ai croisé un frère. Tu m'as dit, ah, viens là, Abidjan.
On allait chez l'argent. Vous étiez enfant unique de vos parents? Oui, on était deux. À moi, mon petit frère Abraham. Et lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Actuellement, lui, il est là, il est au champ. Il va au champ, maman. Il va au champ, d'accord. Donc, moi, je venais à Abidjan. Je suis tombé à Djamé. C'est comme ça la rue a commencé. Et vous aviez quel âge? Actuellement, il y a 30 ans. Mais au moment où vous êtes... Ça, il partait dans au moins 17 ans. Vous aviez 17 ans environ? Oui, 17 ans. Et j'arrive à Djamé, mes amis m'ont mis dans les vols. On volait, on faisait tout. Ils l'ont même aidé à la tête même ailleurs. Ils faisaient tout même, tout ce qui est comme mauvais même quand on faisait dans la rue. Mais aujourd'hui, j'ai assis ici, il n'est pas là pour que les parents doivent comprendre quoi. Voilà. Faut que les parents prennent leurs responsabilités. Ils doivent comprendre, pour laisser l'enfant comme ça aussi, c'est pas bon. On va aller dans la rue aussi et puis on nous voit qu'on est les mauvais, on est les méchants. C'est quoi, moi je suis rentré dans Abidjan. Un peu, je suis venu jusqu'à ici, rentré à Cocody. Quand je suis arrivé à Cocody, j'ai croisé mon frère, c'est là. Evra. On était ensemble, on a duré ensemble. Après, Cocody encore ici, même ici, allé, ici venir. Il n'a pas encore eu la tête posée, encore ici, allé en prison. En prison, pourquoi? Ici, allé, il y a mon ami qui est allé voler. Ils sont venus me trouver dans le coudron, là, il dormait. Comme il marchait lui, on dit non, c'est lui aussi parti. Oh là. Ils le connaissent même. Il s'appelle Freezer. Non, c'est quand ils m'ont attrapé sans l'air, moi. Il a fait 6 mois de prison. Et quand vous sortez de là, vous sortez de prison, vous êtes dans quel état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Moi, pas mentir, en prison là-bas, ce qui est vu, ça c'est quoi est vu. Donc moi, j'ai décidé que je sors quand j'ai décidé de changer. Vous changez dans quel sens? Est-ce que vous décidez de quitter la rue pour rejoindre la famille? Oui, j'appelle ma maman. J'appelle ma maman en cause. Bien. Souvent, quand il y a un peu d'argent aussi, il l'envoie. Elle s'occupe de mon petit frère là-bas. Elle vend ses petits trucs. Et aujourd'hui, vous êtes toujours dans la rue? Oui, toujours dans la rue. Toujours dans la rue. Toujours. Est-ce qu'il en est de même pour Nyonbléi? Vous êtes toujours à la rue? On dort tous ensemble à la Locodome, parce qu'on attend quand les femmes ont fini de vendre là. À partir de minuit, 1h, c'est là on cherche des cartons, on met en bas des bosses, on se couche. Le matin très tôt, 5h, 6h, on est déjà debout. Voilà. Chacun va dans ses occupations. Ceux qui gardent la voiture, ils vont garder la voiture. Ceux qui vendent des cocos, vont vendre des cocos. Ceux qui ont des tabliers qui ont se promener avec ça, là, on allait changer. Le soir encore, c'est la même chose. Mais pour quelle raison, je veux dire que la décision a été prise lorsque vous étiez adolescent et là vous êtes en train de grandir. Pourquoi ne pas retourner en famille, je veux dire, malgré les difficultés des parents pour avoir quand même un toit, je dirais, relativement décent? Parce que la rue, c'est dangereux. Pourquoi vous ne retournez pas à la maison? Bon, on parle de notre famille parce que... Puisqu'apparemment, vous êtes tous en contact avec vos parents. Oui, exactement. Bon, moi, je parle de moi, par exemple, moi, comme ça. De temps en temps, je vais en famille. Mais je me dis que je suis déjà grand. Puis encore, j'ai déjà une fille que mes parents s'occupent déjà d'elle. Elle a bientôt avoir 4 ans, le 22 de ce mois-là, elle va avoir ses 4 ans. Que mes parents s'occupent déjà d'elle. Puis encore, il y a mes petites filles qui sont là. Donc, c'est toujours chaud. Donc, je me dis que si moi, je vais à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? C'est un poids encore. C'est comme un fardeau encore que je mets encore sur ma famille. Donc, étant ici, même chaque semaine, même chaque mois, j'envoie un peu. Le reste, il me dit que Dieu fait la... Mais du coup, si vous êtes à la maison, c'est une proposition. Si vous êtes à la maison, vous pouvez rester à la maison puis venir vous chercher le soir. Et puis, ce que vous donnez, vous avez l'habitude de donner, vous pouvez le donner. Ça, au lieu de rester là encore, dormir encore... Bon. Moi, je suis surpris même qu'il dorme. Vous êtes tellement bien habillé, là, me dit qu'il dort sur table. Parce que, en fait, nous, on a décidé de... Avant là, tu ne peux pas causer avec nous. Parce que tu es sale. Parce que quand tu es dans la rue, si tu n'es pas sale là, on peut te donner de l'argent. Donc, il faut te laisser... Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut te laisser attirer la compassion des gens, en fait. Donc, au fur et à mesure du temps, on a vu que ça ne paye pas. Les gens ont peur de nous. Donc, il faut un changement. Et dans la rue, ce n'est pas tout le monde qui décide de changer. Hein. Pas tout le monde. Donc, ceux qui ont décidé de changer là, c'est nous, on s'est mis ensemble. Créer un groupe, en tout cas pour aller à la vie civile, quoi. Parce que chacun de nous là connaît quelque chose de ses 10 doigts. D'accord. On y reviendra dans pas longtemps. Docteur Philo, vous avez forcément votre mot à dire. Le sujet est tellement entraînant qu'on était en train de partir là. C'est ça. On retrouve tout de suite Docteur Philo. C'est du Docteur Philo.
Cette histoire d'enfants de la rue, là, vraiment, c'est un fléau, c'est très délicat, au fait. Voilà, c'est très délicat. Eux, au moins, ils ont eu la chance de venir sur les antennes, là, sinon avoir ce courage, ils ont eu ce courage-là de venir parler de leur vie, de la rue. Mais on a déjà touché le problème. On a touché le problème, c'est la mauvaise compagnie. Et qu'est-ce qui envoie la fréquentation de la mauvaise compagnie? C'est la démission de certains parents. C'est ça aussi. Parce que ton enfant que tu connais, qui maîtrise, qui vit avec toi, quand il change de comportement à la maison, tu dois savoir qu'il fréquente des gens bizarres dehors. Ça, en tant que père de famille, on doit le ressentir directement. Voilà. Donc, je veux dire qu'il faut que les parents prennent leurs responsabilités et puis il faut que chacun joue sa partition également. Cette histoire, ça serait bien de porter les vestes, venir faire les grands débats à la télévision, ONG, nous dans la gastromologie, du plan stratégique des enfants, de la rue, de Gotha. Non, il faut agir. Eux, ils sont grands. Agir et agir efficacement. Il faut agir efficacement. Parce que, et puis, il faut prendre la chose à la source encore. Parce qu'on parle de déscolarisation. Je ne suis pas trop professeur à la matière, mais il faut mener une bonne politique de formation des enfants aussi. Des écoles de formation. J'avais l'AGFOP à l'époque. Moi, j'ai fait la menuiserie. Il me dit que si ça n'allait pas, moi, mon père, il a anticipé, personne, il a anticipé. Je te mets, tu fais temps pendant les vacances. Si à l'école, ça ne va pas, tu retournes faire ça. Il faut penser à ça aussi. Il faut penser à ça, des écoles pour former les gens dans les trucs, je ne sais pas, des écoles de formation dans les différents métiers. Je sais que ça existe, mais il faut que les parents encouragent ça, convaincre les enfants d'aller apprendre ces métiers-là. C'est important. Mais que les autorités fassent le travail. Les policiers qui viennent, qui vous rappent, vous prennent, pour dire délit, à partir du moment où vous prennent qu'ils ne savent pas, où vous envoyez, ils peuvent mettre des je ne sais pas quoi, des associations, des ONG pour dire, ah voilà des enfants de la rue. Moi je suis très peiné quand je vois de jeunes enfants de 4 ans, 5 ans, j'ai pas 4 ans, bon, 5, à partir de 5, 6 ans, oui il y en a, au feu de Carrefour, Palmeret, Angré, Carrefour Prier, de jeunes enfants en train de fumer de la drogue en plein, je vous jure, odeur là, je ne prends pas mais je connais l'odeur au moins. Mais attends, je vais dire, non excusez-moi, on connaît, ça fait l'odeur. Dites, je connais. Voilà. Nous, on connaît pas. Et ça fait mal. Et ça, c'est des grands bandits qu'on est en train de préparer. Je veux dire que c'est la part de chacun, un enfant de la rue qui reste, qui agresse. Si toi, tu dis que c'est un enfant de la rue, c'est pas ton enfant qui t'agresse, tu as un problème. Donc, c'est ta responsabilité. Tu vois un enfant de la rue que tu peux l'aider, il faut l'aider. Dans un lavage d'auto, pour terminer, j'ai eu une dame qui a vraiment quand même la main sur le cœur. Un enfant est venu du mal, elle a dit non, tu fais quoi? Et j'étais là. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle m'a vu. Il dit, ah, c'est les enfants, c'est comme ça, on leur donne l'argent, elle revient. Elle dit, bon, mon petit, voilà mon contact, demain tu viens, je t'embauche. Mais écoutez, c'est que la femme m'a dit quand la dame ça va. Moi, rien à faire ou bien. Vous voyez un peu, la mauvaise compagnie est là, il a tout. Bon. Que les autorités réagissent et que chacun fasse son travail. Et puis, Docteur Philo, vous savez quoi? C'est l'une de vos meilleures chroniques depuis la saison. Ah, il y en a eu plusieurs comme ça. Et c'est pas la première fois que vous me dites ça. Non, j'ai dit l'une de vos meilleures chroniques. Oui, franchement, parce que c'est profond, oui, c'est profond. Ce que vous avez dit. Parce que justement, si on accepte, si toute la société accepte qu'il y ait des enfants dans la rue et qu'ils deviennent des délinquants, c'est tout le monde qui est en danger. En fait. Eux, ils sont en insécurité permanente, mais nous également, qui ne sommes pas dans la rue, nous sommes aussi exposés à une certaine insécurité. C'est un problème d'ordre sociologique sur lequel vous venez de mettre le doigt. Et donc, vous demandez à ce que le gouvernement multiplie les actions, qu'il y ait des actions concrètes sur le terrain, trouver des solutions adéquates à ce phénomène. Et il est important de mentionner que le gouvernement ivoirien a annoncé la mise en œuvre d'un plan d'urgence de 1,9 million de dollars en vue de lutter durablement contre le phénomène des enfants vivant dans la rue. La décision émane du Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023. C'est déjà bon. C'est une très très bonne nouvelle. Sur ce, je sais que Laurent Monti a envie de s'exprimer, mais on va aller tout droit pour le Publiscope. Garde là au chaud. Garde la question au chaud. C'est parti. Publiscope avec Carole Kwasi. Alors, on parle d'une réalité qui nous touche absolument tous. Et les raisons, en fait, sont diverses. Ça peut partir de la maltraitance des enfants à la maison, ça peut partir des mauvaises fréquentations, comme vous l'avez dit. Donc moi, j'ai préféré mettre en avant le cas de maltraitance, en fait, des enfants. Et je jouais le rôle de la belle-mère qui vraiment fatiguait l'enfant jusqu'à il a fini par aller dans la rue. Je vous laisse découvrir, on y va.
Cet enfant-là même, il fait quoi ici encore? Owen! Owen! Tu as lavé la douche là? Moi, je vais finir les travaux. Tu vas finir quoi? Cet enfant, il va me tuer. Je t'ai dit d'aller... Tu vas où? Papa, tu dis rien. Tu vas où? Papa, tu dis rien. Il dit rien comment? Passe ici. Tu vas où? Tu as vu ce que ton enfant fait, non? Tu as vu ce que ton enfant... Moi, c'est quoi? Va là-bas. Tu vas voir moi ici. Quelles sont les raisons qui poussent les enfants à se retrouver dans la rue? C'est la question du jour. Pour moi, les raisons qui amènent les enfants à se retrouver dans la rue, c'est la maltraitance à la maison et le manque d'affection des parents. Il y a aussi d'autres problèmes tels que des enfants qui sont un peu capricieux, qui eux-mêmes demandent à tout moment être libres. C'est une diversité de raisons qui, de part et d'autre, entre les parents et entre les enfants eux-mêmes. Voilà, les enfants ressentent le manque d'affection. Ils sont tout le temps punis ou encore tout le temps frappés. Ça peut pousser vraiment un enfant à... C'est comme un cri de ras-le-bol, quoi. Pour lui, voilà, c'est de s'échapper, quitter cet endroit-là. Bon, voilà. Pour moi, c'est la maltraitance. Il y a d'autres enfants qui sont maltraités par leur belle-mère. Il y a d'autres qui ne se sentent pas à l'aise à la maison, donc ils sont obligés de partir dans la rue. C'était Carole Kouassi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Carole Kouassi. En fait, il faut signifier que c'est vrai, en général, on indexe les parents. Mais les responsabilités sont partagées parce qu'il y a des enfants qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas rester à la maison. Donc, il faudrait une prise de conscience de la part de chacun. Voilà. D'accord, très rapidement avant d'aller à la pub, Laurent. Ah oui, j'avais tellement de questions, mais en fait, je voulais juste rebondir sur un fait, c'est que les enfants de la rue, quand même, ils sont soumis à tellement de risques. Donc, leur taux de mortalité est beaucoup plus élevé que les enfants qui sont dans un cadre familial. Déjà, chapeau, parce qu'arriver à cet âge-là, c'est un exploit. Et deuxièmement, je voulais dire que ils veulent peut-être pas retourner en famille parce qu'au final, ils ont retrouvé une famille dans la rue, ils ont créé des liens. Et la question que moi, je voulais poser, vous êtes aujourd'hui les représentants limite de tous ces enfants de la rue, quels sont les risques au quotidien que vous rencontrez? Merci, Laurent. Je voulais que vous partiez un peu théâtre parce que le français. Peut-être un peu. C'est quel danger qui vous guette dans la rue? Tous les jours, là, c'est... Voilà. Bon, dans la rue, nous sommes exposés à plusieurs dangers. Comme quoi? Il y a le cas de viol. Il y a le cas aussi où on peut venir te tuer. T'enlever. Voilà. Parce qu'on a perdu plein de frères comme ça. Où le matin, on se lève, on ne le voit pas. On va d'un café, on dit il y a un jeune qui est couché là-bas. On va les enlever cette excuse, mais sa langue, tout. On a perdu plein de frères comme ça. Il y a d'autres aussi à cause du... Bon, il y a d'autres aussi à maladie parce qu'on dort, c'est la saleté. Nos voisins, ce sont les souris. Ces jeunes-là, vos amis que vous avez trouvés morts dans la rue, c'est des règlements de compte ou ce sont des ritualistes? Des ritualistes. Souvent, il y a d'autres mecs qui veulent, mon petit, viens, peut-être, il peut venir comme ça, dire, bon, je vais t'aider, monte sa voiture. Et la personne ne revient plus jamais. Souvent, on a assez comme ça, puis il y a des caractères qui viennent. On avait plein de jeunes des cas là. Ils viennent prendre en force même. Ceux qui arrivent à s'échapper, ils s'échappent. Ils vous prennent de force pour aller où? Pour aller faire des rituels. Oula. Pour aller faire des rituels. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà échappé à ce genre de situation? Bon, moi, personnellement. Vous, non? Je pense que derrière, oui. Non, oui, moi, oui. Oui, à Yopougon. Oui, on veut en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Yopougon, à la rue, précisément, Jackpot existait. Le maquis Jackpot, juste en face, là. Sur le Shanghai. En ce moment, Zomandré vivait même. C'était un show, en ce moment, Tikandi est venu, c'est pas en 2018, là. Ils sont venus, la voiture est venue, Michi 4x4, Michi, ils sont venus, on était là. Les morts, tu viens de boire, là, quand ils finissent, on les demande les petits jetons pour mettre sur nous, puis on garde les voitures aussi. Les 4x4 là sont venus. Depuis là-bas même là, depuis Kenya même là, il y a les amis qui sont venus que il y a une 4x4 qui est là pour suivre les noussis. Hein. Puis nous, on est les noussis, on va dans la rue. Non, on est là, c'est amusement, c'est amusement. Au moins, on se rend compte, ça arrive. Voiture là arrive, 4x4 là vient même, ça vient sur nous-mêmes. Nous, si on s'est échappé, moi, j'ai pris le côté Ouassakara, ou AVC public là. Et si monter tout droit, d'autres sont partis, quoi, chacun a pris sa route. Après, on est revenu, on dit, j'ai poursuivi les morts en parlant ou là-bas. Moi, on n'a rien dit. En tout cas, le mal est beaucoup plus profond qu'on le croit et vivement que des solutions adéquates soient trouvées. Merci pour ce témoignage qui vient éclairer notre lanterne. Sur ce, nous allons marquer une pause. On part pour la pub. À tout de suite. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où?
C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi avec 3 jeunes messieurs qui partagent leur expérience depuis leur adolescence. Ils sont dans la rue, ils y ont vécu pendant, je dirais, une dizaine d'années environ. Et aujourd'hui, ils aimeraient bien s'en sortir, fatigués d'être marginalisés. Ils ont mis en place une association qui regroupe les jeunes vivant dans la rue de Cocody. On en parle tout de suite. Comment est née cette association ? Cette association est née de moi, hein, parce que, puisqu'on prend de l'âge, il y a plus la conscience depuis la prison. Depuis la prison, je me suis dit, je me suis fixé un objectif. Si je sors, il faut que je motive tous mes amis. En tout cas, parce que chacun est libre. Hein, voilà. En tout cas, je vais essayer, je vais oser, on ne sait jamais. Et quand je suis sorti de prison, j'ai approché des frères, des amis, tout. On a fait une réunion de famille. C'est qu'elle n'a jamais vu. Bon, d'autres aussi, bon, quand on parle de ça, d'autres, puisque ce n'est pas dans les têtes. Donc, pour mes amis et frères qui ont compris, parce que j'ai tourné partout, je suis parti à Angré, à la rivière Paméret, j'ai tourné partout. J'ai de considérer les frères, tout. Bon, d'autres s'en foutent, hein, comme habituellement. Bon, ceux qui ont compris, on s'est mis ensemble. On n'est pas beaucoup, un nombre de 30 personnes. On s'est mis ensemble. Et chacun de nous se débrouille à sa manière pour pouvoir se sortir. Moi, comme ça, j'ai un peu établi où je vends un peu tout. D'autres vendent des cocos, d'autres vendent des namas. Ça sont des véhicules, quoi. D'autres sont des serveurs dans les plein air et maquis. Et quel est le message que vous véhiculez, on va dire, dans cette association? Bon, c'est pour sensibiliser tous nos frères qui vivent dans la rue comme nous à venir à la vie civile. Voilà, la vie civile. Parce que la vie qu'on mène, ce n'est pas une vie. C'est une vie d'enfant, on prend de là de jour en jour. Qu'est-ce que vous entendez par venir à la vie civile? La vie civile, c'est une vie positive de mieux s'organiser du travail. Parce que pour quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien, il va le voler. Donc surtout à apprendre un métier et pouvoir s'en sortir. Voilà. Au lieu de choisir la facilité ou au lieu d'agresser des gens ou de voler pour avoir de quoi se nourrir au quotidien. Donc c'est cela. En tout cas, c'est vraiment noble. J'aimerais qu'on puisse les applaudir. Comme on le dit, on ne reste pas dans Moignan pour tuer Moignan, mais eux, malgré le fait qu'ils soient dans ces conditions difficiles, l'environnement n'a pas changé, mais ils ont tout simplement décidé de changer de mindset, de changer leur façon de réfléchir, leur façon d'être. On s'est beaucoup appliqué sur la propriété. Sur la propriété. Là, ce côté-là seulement. Mais ça, là, si vous dites aux gens que les enfants ils ne vont pas croire, franchement, c'est tellement propre. Ouais. On s'est beaucoup battu sur la propriété, parce qu'à cause de la propriété, ça veut dire que souvent, quand la chance vient même, ça part. Parce que l'homme, il y a des gens qui veulent nous approcher, mais quand ils voient que c'est des gens qui sont sales, ils sont bizarres, pourquoi nous approcher? Personne ne peut nous approcher. Donc, il faut changer d'image. Est-ce que dans votre démarche, dans cette association-là, vous avez approché le maire de Cocody? Parce que moi, je le connais très bien, c'est quelqu'un d'extraordinaire et d'altruiste. Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Non. Pas encore? Je pense que ce serait bien de le faire. C'est un truc qui est nouveau. Ça ne sera pas facile pour rencontrer. Maintenant, peut-être à travers la télévision. Mais essayez, parce que vous dites que ça ne sera pas facile, mais essayez. Tant qu'on n'a pas essayé, c'est toujours difficile. Il faudrait qu'on passe par quelqu'un pour le faire. Mais vous connaissez la mairie de Cocody. Faites un courrier, allez déposer, vous allez voir s'il ne va pas vous répondre. Moi, je peux vous assurer qu'il va vous répondre, qu'il va vous recevoir même. Et peut-être, Caroline, peut-être qu'il est en train de me suivre actuellement. Pardon? Peut-être qu'il est en train de me suivre actuellement, vous pouvez vous adresser à lui. C'est pas facile à un moment. Parce qu'il faut être parmi nous pour voir. Parce que le fait que tu vis dans la rue, tu vas partir à la mairie, qui va te recevoir. Mais habillé comme ça, là, habillé comme vous êtes, vous allez avec un courrier, qui va refuser? Regardez vos têtes, vous êtes tellement mignons. Non, mais c'est la vérité. Faites-le. C'est vrai qu'on aurait pu dire, on va vous aider à aller déposer le courrier, mais faites-le. Parce que c'est cela qu'on veut enseigner aux jeunes. Soyez audacieux. Il ne faut pas rester en retrait et dire que non, ça ne sera pas facile. Préjugés. Il faut oser. Voilà.
C'est vrai. Bon, le réalisateur aimerait voir comment vous êtes habillés. Venez, venez là. Aïe, 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 c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Moïse, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Merci beaucoup, merci infiniment. En fait, ce qui est vraiment beau, c'est que ce sont des frères, en fait, quoi. Ils sont vraiment devenus des frères, tu sens beaucoup de solidarité. Et c'est ça, c'est vraiment fort. Mais franchement, moi, je suis tellement émue. Je veux dire que le témoignage, en même temps qu'il m'attriste, en même temps que j'ai de l'espoir, en fait. Parce que je me dis, si de là où vous êtes, avec tout ce que vous avez vécu, vous êtes capable de réfléchir de la sorte et de vouloir changer de statut, je pense que c'est tous les Ivoiriens qui devaient se mettre ensemble, en fait, pour vous encourager et vous accompagner dans cette lancée-là. Franchement, je pense que c'est ce qui va se faire. Je ne sais pas. On aura l'occasion peut-être d'organiser mieux les choses, mais je ne cesserai de vous féliciter. Félicitations. Alors, vous restez avec nous. Malheureusement, le temps joue contre nous. Et si on continue ainsi, on ne pourra même pas terminer les différentes chroniques. Il faudrait 2 heures. On reste dans la même dynamique avec Jean-Richard. On va au-delà de l'information, tout simplement. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessa. J'ai passé il y a quelques jours 24 heures en compagnie d'Evra et de ses amis. Et à travers les images que vous verrez dans quelques instants, j'ai décidé de toucher quelques réalités qu'ils ont décrites sur ce plateau. Regardez. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai connu la rue. J'arrive à avoir de l'argent facile. Pour un enfant de 7 ans, 8 ans, qui a 10 000 sur lui en une journée, ceci m'a toujours incité à rester dans la rue. Le phénomène des enfants des rues a de multiples facettes. Ça n'allait pas avec la famille. Et le père aussi, bon, et il était vigile. Il fallait que je sortais. Organisés en association, les jeunes des rues de Cocody entendent se prendre en charge. On a décidé de s'organiser, sortir de nous-mêmes, pour pouvoir aussi servir aussi le pays, être aussi des bons citoyens. Ces jeunes, pour la plupart, dorment dans des endroits inappropriés. Nous sommes aussi dans le codrome, là où nous dormons. La nuit, nous avons de 1 à 2 heures. C'est comme un cimetière, c'est vide. Mais si on se lave, on paye 100 francs pour se laver. Non, il est monté là où on dort. Là, c'est le placard de d'autres habits, d'autres personnes. Là, voilà, c'est là où on dort. C'est là où on dort. La nuit, je fais ça comme ça. Je place mon matelas, tranquillement, et mes trucs. Et mets un drap dessus, je dors. Ah, de toute façon, les habits, hein. Les habits de nous aussi. Voilà, tout ça là. Avec un peu comme ça, vous voyez les trucs, c'est percé. Nous sommes obligés de s'arrêter jusqu'à le matin, avant que la place se passe, tout partout cool. Une fois la nuit tombée, Evra et ses amis dorment entre les tables, sur les bancs, dans un cadre insalubre. Perçus comme des marginaux, victimes de discrimination, en manque de perspective, il est souvent difficile pour ces enfants de réintégrer la société. Nous quittons la rue, direction l'Office national du service civique. Touré Mamadou en est le directeur général. Il lève un coin de voile sur les actions menées pour aider ces jeunes. L'Office du service civique national est un établissement public national qui a été créé par décret et qui a 3 missions. La première des missions, c'est d'assister nos jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. La deuxième mission, c'est de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes. La troisième mission, c'est la formation civique et citoyenne des jeunes. Et ici, nous, on s'intéresse essentiellement à ceux qui ont entre 14 et 35 ans. On ne peut pas les laisser en difficulté. Il faut bien les aider à sortir de là. Nous avons nos centres de service civique. C'est des espaces où le jeune arrive pendant une période d'une année, en 3 phases, pour lui permettre de sortir de sa vulnérabilité. On le resocialise, on le forme pour qu'il apprenne un métier, on l'accompagne pour un stage ou son insertion en emploi. Ils ont cette possibilité de venir vers nous. Mais mieux, on va vers eux pour leur dire, voilà ta situation. Il y a une opportunité pour t'en sortir. Nous lui donnons les critères et on essaie de l'encourager. Mais vous voyez, c'est un dispositif qui est volontaire. On n'oblige personne. Qu'ils viennent à nous, qu'ils quittent la suspicion et qu'ils saisissent résolument l'opportunité qui leur est faite. On connaît leurs souffrances, on les comprend mieux. Il y a des dispositifs qui sont dans d'autres ministères sectoriels qui les prennent en charge. Il y a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant
qui gère les enfants de la rue. Le ministère de la Protection également s'occupe des questions d'enfants. Donc vous voyez qu'il y a tout un écosystème qui est en place pour accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité. Juste porter une information assez rapidement, le directeur général, M. Touré Babadou, qui est le directeur général de l'Office du service civique national, se dit disposé à rencontrer. Allez, super. Juste très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Richard. Merci à l'association Akupouti d'être avec nous. Il y a également l'association des Chic Dames de Yopougon-Selmer qui a une activité. Donc les Chic Dames prévoient pour bientôt la fête des mères. Je salue également l'association des femmes dynamiques, toujours joyeuses. Merci de votre présence. Elles aussi prévoient la fête des mères pour le 27 mai 2023 à la locodrome de Yopougon-Niangon. Et moi, j'ai été habillée par Quinca Boutique. Sur ce, retrouvons Laurent Monti pour sa chronique. C'est pour vous, avec Laurent Monti. Très rapidement, Caroline, je vous emmène dans un univers totalement différent. Je parle de l'intelligence artificielle. Je vais vous laisser regarder 2 images. Je ne sais pas si la régie peut nous aider avec cela, très rapidement. Voilà, là on a une image du président français Emmanuel Macron, après on a une autre image de Donald Trump. Mais ce sont des images générées par l'intelligence artificielle. C'est totalement faux ce que vous voyez à l'écran. Donc on pourrait prendre votre image, la mienne, et nous mettre dans une situation compliquée. Et ça c'est généré par l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui il faut vraiment prendre conscience de tout ça. Ce sont des images que j'ai retrouvées sur France 24 et qui sont faites par une application qui s'appelle Midjourney. Donc c'est une application payante, on peut prendre votre tête et puis on vous prend au milieu on vous envoie en Ukraine. Tout à fait. Donc vraiment, l'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on parle depuis un certain nombre d'années, mais qui est en train de nous ouvrir dans un univers totalement révolutionnaire. C'est une vraie révolution. Vous vous souvenez au début, quand on parlait de Facebook, il y en a qui disaient que c'est le diable, il ne faut pas y aller. Ceux qui disaient que c'est le diable, aujourd'hui, sont les champions des lives. Ils demandent de mettre les pouces. Donc vraiment, c'est une révolution. Il faut pouvoir avancer avec son temps, effectivement. Moi j'ai classifier les avantages de l'intelligence artificielle. On a par exemple pour la médecine, les transports, l'éducation et puis l'agriculture, c'est un pays agricole. On peut utiliser aujourd'hui des drones pour pouvoir mieux gérer sa plantation, etc. On a aussi dans nos tâches quotidiennes, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Et puis vous avez quelques sites que vous pouvez visiter si ces questions-là vous intéressent. On a par exemple OpenAI. Moi je me suis amusé, bon ça s'affiche sur votre écran, regardez si ça vous intéresse. Moi je vais parler de ChatGPT. Je vous montre un exemple de ce que j'ai fait. Je suis allé sur ChatGPT et j'ai tapé analyse du public de ces midis. Regardez tout le texte que ça m'a sorti. Donc ça parle de, ça vous dit, je peux dire, je n'ai pas la capacité de surveiller en temps réel. Cependant, je peux vous donner une analyse générale du public de cette émission en utilisant les données disponibles en ligne et les caractéristiques de l'émission. C'est midi est une émission de télévision ivoirienne diffusée. Elle est représentée par une équipe d'animateurs, de chroniqueurs qui couvrent des sujets de Bref, on a parlé de vous, de nous, en moins d'une minute. En moins d'une minute, voilà, vous avez tout un texte. Donc aujourd'hui, ce sont des outils qui sont mis à votre disposition, que ce soit pour les journalistes, les élèves, etc. Vous pouvez vraiment aller dessus, c'est beaucoup plus puissant que Google et ça vous facilite le travail. Maintenant, ça peut vous rendre paresseux, mais ne soyez pas paresseux. Bref, je ne vais pas être long, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de révolutionner le monde, l'intelligence artificielle. Allez dedans, formez-vous, renseignez-vous. Et puis ces infos sont pour vous. Merci beaucoup. Merci. Infiniment, Laurent Monti, il fait la tête, il n'est pas très content parce qu'il aurait souhaité avoir un peu plus de temps pour décortiquer sa chronique. On y reviendra, pourquoi pas, ou on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Alors Evra, Moïse et Emmanuel, merci infiniment d'être venus partager votre expérience avec nous. On a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci au public, merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission. Et puis on se donne tout simplement rendez-vous demain pour un autre rendez-vous. Et là, ça sera C'est midi émotion. Donc restez avec nous, quoi. Il n'y a pas mieux ailleurs, en fait. Il n'y a pas. À demain.